Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Et à mon tour, je tiens à remercier le professeur Minakli Ishraï et le professeur Fatima Webi de leur invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, de retrouver certaines et certains collègues et de faire la connaissance des autres. Et dans la continuité des deux précédentes interventions, ma communication portera aussi sur les mobilités étudiantes intra-africaines, notamment vers le Maroc. Et je tiens à souligner d'emblée que cette présentation s'inscrit dans une démarche de recherche en cours. Il s'appuie sur un travail exploratoire que je mène actuellement dans le cadre de mon postdoctorat et prolonge une réflexion que j'engage depuis ma recherche doctorale. Donc à ce titre, les éléments que je vais présenter aujourd'hui relèvent avant tout de premières tentatives de problématisation et de mise en perspective d'un objet de recherche en voie de consolidation, tant sur le plan empirique que sur le plan théorique. Et afin de rester au plus près des orientations de cet axe de recherche, je vais essayer en tout cas de centrer ma présentation sur la dimension de genre, que j'envisage aussi comme un facteur structurant et souvent cumulatif pour accéder à la fois à l'enseignement supérieur, mais aussi à la mobilité internationale. Et dans un premier temps, je souhaite rapidement revenir sur le cheminement réflexif qui m'a conduit de passer de l'étude de la mobilité pour étude du sud vers le nord, notamment du Maroc vers la France, aux mobilités qui sont orientées davantage aujourd'hui sud-sud, avec le cas du Maroc et du Sénégal. En fait, mon travail de thèse que j'ai soutenu en décembre 2021 sous le co-encadrement de Lina Gardel, défendu au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, portait sur les parcours migratoires et les trajectoires professionnelles de Marocaines et Marocains formés et diplômés en France et qui, à l'issue de leur formation, sont devenus des cadres, notamment des ingénieurs, mais aussi des cadres dans les métiers de l'informatique et des technologies d'information et de communication. Et dans le cadre de ce travail de thèse, j'ai essayé de voir, de faire une étude comparative entre le parcours de celles et ceux qui font le choix de rester en France à l'issue de leur formation et les parcours de celles et ceux qui font le choix plutôt de retourner au Maroc et d'autres encore qui s'inscrivent dans une sorte de circulation migratoire entre le Maroc, la France et d'autres espaces encore. Donc à l'issue de ce travail de thèse, mon ambition a été d'inverser un peu la perspective en analysant les dynamiques politiques et éducatives qui transforment progressivement des pays traditionnellement considérés comme des espaces de départ des étudiants en des pôles d'attraction, et comme l'a dit Iba tout à l'heure, pour devenir en quelque sorte des hubs éducatifs émergents sur le continent africain. Et dans cette continuité, mon projet de recherche postdoctorale que j'ai réalisé à l'IRD entre 2023 et 2024 s'est inscrit dans cette démarche comparative entre le Maroc et le Sénégal. Donc ces deux pays, qui sont longtemps caractérisés par une forte mobilité sortante de leurs étudiants, et bien aujourd'hui se positionnent, comme j'ai dit, de plus en plus comme des hubs éducatifs. Et si on prend par exemple le cas du Maroc, vous voyez que les deux graphiques se ressemblent plus ou moins. Donc au Maroc, par exemple, le nombre d'étudiants étrangers originaires des autres pays de l'Afrique subsaharienne est passé de 9400 en 2014 il a plus que doublé, à presque 20 000 en 2024. Et c'est un peu la même tendance qu'on voit au Sénégal entre 2019 et 2024. Je tiens juste à préciser pour le cas du Sénégal, le Sénégal est le premier pays d'attraction des étudiants étrangers de l'Afrique de l'Ouest et le troisième à l'échelle de l'Afrique subsaharienne de manière générale. Bien sûr, ces deux pays, ces tendances n'est pas du tout nouvelle. L'accueil, même si je ne mobilise pas vraiment l'accueil, c'est peut-être un concept à discuter, mais en tout cas, l'arrivée et la présence des étudiants étrangers au Maroc date des années 70, et bien sûr, il y a toute une politique de coopération internationale visée sud-sud qui encourage cette mobilité. On a plusieurs dispositifs ici au Maroc avec l'agence de l'ANSSI,
en ce qui concerne les études boursières. Et puis le Sénégal aussi, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a joué un rôle depuis les années 60 dans la formation des élites africaines. Donc, au Maroc comme au Sénégal, en fait, mes premiers terrains exploratoires, donc réalisés en 2023, m'ont permis de découvrir une réalité éducative que je ne connaissais pas au moment de la conception de mon objet de recherche. C'est l'essor, dans les deux pays, d'une offre de formation internationale, occidentale, qui se délocalise ou s'offshoreise dans ces deux pays. Et pour les collègues qui connaissent Dakar, une simple promenade dans les rues de Dakar, vous allez voir le nombre de panneaux publicitaires, d'offres de formation internationale qui se mettent en collaboration avec d'autres institutions privées sur place pour proposer des formations labellisées avec des co-diplomations. Et c'est un peu la même tendance qu'on voit ici au Maroc. Et du coup, pour résumer un peu aujourd'hui mon objet de recherche, en fait, je travaille à la fois sur la mobilité des établissements et de l'offre de formation qui vient du nord vers le sud. Et j'essaie de voir comment cette délocalisation, cette offshoreisation de formation du nord vers le sud interagit avec les mobilités étudiantes et aussi l'immobilité étudiante. Donc je vois les deux faces. L'immobilité pour les étudiants nationaux, donc marocains et sénégalais qui s'inscrivent dans ces offres de formation, et aussi la mobilité étudiante qui est plutôt orientée sud-sud pour celles et ceux qui ne veulent plus partir au nord ou qui ne peuvent plus partir au nord. Donc il y a les deux dimensions. Donc pour vous donner des exemples plus concrets, là je tiens à préciser pour le cas marocain, donc j'ai fait des enquêtes exploratoires en 2023-2024, et pour le cas du Sénégal, j'ai eu le privilège de participer à un projet de recherche financé par l'Institut Convergence Migration qui s'appelle MOBETAF sur les circulations intra-africaines à partir du cas du Sénégal et dans lequel avec Jean-Alain Godiaby, Kevin Marie, Séverine Chauvel et Ami Grisol, on a essayé de faire quelques entretiens, notamment à Dakar et à Ziguinchor en ce qui concerne Jean-Alain Godiaby. Donc l'exemple emblématique, en tout cas au Maroc, c'est Africa Sup, qui a un réseau qui regroupe 7 grandes écoles françaises qui sont aujourd'hui délocalisées physiquement ici au Maroc, dans lesquelles on trouve notamment le Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM de Paris, Toulouse Business School, il y a aussi lycée Business School qui est entre Rabat et Kneta, et puis d'autres formations, donc qui proposent des formations. Et ici, pour le cas du Sénégal, le cas le plus emblématique, c'est ce qu'on appelait jusqu'à 2024 le campus franco-sénégalais, qui est né entre la rencontre entre Emmanuel Macron à l'époque et le président Macky Sall, et qui est aujourd'hui devenu l'université Rose Dieng France-Sénégal. Donc, ces établissements proposent donc des offres de formation internationales. Parfois, on y trouve même des enseignants, chercheurs français, européens qui vont venir sur place pour enseigner. Il y a aussi des échanges d'étudiants. Parfois, on trouve aussi des étudiants de France qui viennent au Sénégal ou qui viennent ici au Maroc pour un semestre et dont les descentes. Donc, pour aller plus vite, en fait, aujourd'hui, c'est ça ma problématique, pour la résumer brièvement, c'est comment l'implantation dans l'enseignement supérieur transnational au Maroc et au Sénégal offre-t-elle une alternative à la mobilité étudiante vers les destinations traditionnelles, notamment la France, les États-Unis, et dans quelle mesure favorise-t-il la mobilité étudiante intra-africaine? Donc, pour répondre à cette problématique, j'ai essayé de structurer mon projet de recherche autour de 3 axes avec une dimension multiscalaire, donc de l'échelle macro à l'échelle miso-institutionnelle jusqu'à l'échelle micro-individuelle. Donc le premier axe s'inscrit, comme j'ai dit, dans une démarche macro-structurelle et il vise à analyser les conditions politiques et institutionnelles qui ont permis le développement de ces offres de formation dans les deux pays. L'idée est de comprendre donc les réformes dans l'enseignement supérieur, et là, évidemment, vous l'avez deviné, je pense à la réforme LMD, et avec toute la dynamique de libéralisation et de la marchandisation de l'enseignement supérieur dans les deux pays d'ailleurs, avec bien sûr des différences sur la mise en place au Maroc
et sur la mise en place de cette réforme et au Sénégal. Le deuxième axe se situe donc à l'échelle muséo-institutionnelle. Il porte sur quelles sont les stratégies que ces établissements occidentaux, principalement français, mettent en place pour venir sur le marché éducatif, que ce soit au Maroc et au Sénégal. Et bien sûr, il faut comprendre que ces établissements, ils sont payants, et ils sont très chers d'ailleurs, mais on bénéficie que, voilà, ils ont la codiplomation, ils proposent aussi des séjours d'études en France notamment, et puis ils font bénéficier les étudiants aussi du réseau socio-professionnel qu'ils mettent en place. Et puis j'essaie de comprendre aussi comment ils se distinguent de l'offre de l'enseignement supérieur proposé sur le marché, que ce soit public et privé. Et puis le troisième axe qui est donc microsociologique, centré sur les parcours des étudiantes et des étudiants. Et comme Linda le disait tout à l'heure, je la rejoins, je n'ai jamais travaillé de manière approfondie sur la question du genre, mais je vous dis sincèrement, je souhaite vraiment rattraper mon retard parce que c'est une question transversale et qui transverse les trois axes d'ailleurs. Donc une des questions qui me préoccupe, c'est de savoir comment les normes sociales du genre influencent l'accès des femmes à ces offres de formation supérieure et aussi à la mobilité, même intra-africaine. Donc la question du genre, comme on l'a vu pendant ces 2 jours, conduit aussi à interroger les mobilités étudiantes internationales, non comme un simple choix individuel ou académique, mais aussi comme des trajectoires profondément socialisées et traversées par des rapports de pouvoir, des normes familiales et des attentes sociales différenciées selon le sexe. Et dans cette perspective, donc l'accès à la mobilité internationale ne dépend pas uniquement des ressources économiques ou scolaires des individus, mais également des conditions sociales qui rendent cette mobilité pensable d'abord, acceptable et puis réalisable pour les femmes. Et comme vous le savez, dans certains nombres de contextes africains, les projets d'études à l'étranger des jeunes femmes peuvent faire l'objet de formes d'encadrement social et familial plus importants que ceux des hommes. L'immobilité féminine demeure parfois confrontée à des attentes sociales atteignant encore... je suis bientôt à la fin. Donc l'immobilité féminine demeure parfois confrontée à des attentes sociales assignant encore aux femmes des rôles centraux dans la sphère domestique et familiale, notamment en termes de proximité familiale, de mariage ou de prise de charge des responsabilités du care. Et ces attentes peuvent influencer la possibilité même d'envisager un départ à l'étranger. Donc en tout cas, dans ce troisième axe, mais aussi dans les autres axes, j'essaie de voir comment les dynamiques de genre influencent d'abord l'accès à ce type de formation internationale et l'accès à la mobilité internationale en ce qui concerne les étudiantes, notamment aussi issues des autres pays de l'Afrique subsaharienne. Donc merci de votre attention et au plaisir d'être là.